17 juin 1980. Lettre à Kirit à propos d'Auroville. Très cher Kirit, j'apprécie beaucoup la clarté cristalline de ta lettre au sujet d'Auroville. Elle me fait saisir encore plus fortement l'emprise dégoûtante de la SAS sur Auroville. Le plan de mer pour Auroville est devenu une parodie entre les mains des forces hostiles. Et si tu as lu l'agenda 7 du 21 septembre 1966, tu auras réalisé la portée du plan de mer pour Auroville en tant que moyen occulte d'éviter une autre guerre mondiale et de détourner les forces de destruction. Alors on comprend l'enjeu là-bas et les forces réelles derrière Navajata & Co. Cette poignée de gens entrave et retarde l'effort de mer d'éviter une nouvelle guerre mondiale. C'est cela. C'est pour cette raison même que j'ai récemment écrit à Sir Cyprian Singh que nous devrions tenter de persuader Madame Zivkova d'envoyer à Auroville une équipe d'étudiants ou chercheurs bulgares et russes. Par n'importe quel moyen, nous devons essayer de débloquer cette situation et de mettre les choses en mouvement dans la bonne direction. Puisque Maire voulait clairement qu'à Auroville, des Russes et des Américains se serrent la main et se parlent. Si nous pouvons démarrer ce dialogue quelque part à Auroville, nous démarrerons occultement le déblocage de cette situation périlleuse qui règne en ce moment entre l'Amérique et la Russie. C'est un processus et une action occulte. Il faut démarrer quelque part, aussi modeste et sans prétention que soit le point de départ. Si nous attendons qu'Auroville soit en ordre, il sera trop tard. Ce que je suggère est la vraie façon de mettre Auroville en ordre. Si Auroville remplit sa mission et peut faire se rencontrer quelques Russes et Américains, cela provoquera automatiquement la destruction et l'effondrement des forces mêmes qui s'opposent à cet acte et qui sont là, à Auroville, pour s'opposer à cet acte. Démarrons sur une vaste échelle et dans le vrai but, non par bribes et avec des petits détails. Nous ne comprenons pas assez le jeu occulte des forces. Nous mettons la charrette avant les bœufs. Il faut comprendre le jeu occulte. Il faut comprendre que la puissante mer est derrière nous et notre action. Nous sommes des impuissants et nous imaginons que mer est impuissante et que nous devons faire quelque chose pour l'aider. Nous avançons comme des ânes sans foi. Nous n'avons pas confiance en la vraie chose. Nous ne savons pas que mer, la puissante mer, est simplement là à attendre que nous nous éveillions un peu à la grandeur du but et condescendions à avoir foi en elle. En fait, cet agenda du 21 septembre 1966 était si présent dans mon esprit qu'un soir j'ai senti au-dedans que je devrais aller moi-même à Sofia, parler à Madame Zivkova avec la vraie force et obtenir d'elle une rencontre à Moscou avec des gens qui comptent. Et là aussi, déverser la force de mer dans leur tête. Depuis ce soir-là, je n'ai pas senti de mettre en route le processus matériel d'écrire à Madame Zivkova et d'obtenir mon visa. Mais la chose est là, quelque part, au-dessus de ma tête, attendant je ne sais quel déclic. Maintenant, tu comprends la vraie perspective. Si nous mettons les choses en mouvement dans la bonne direction, nous changerons complètement la situation à Auroville même, au lieu de jouer le jeu des forces hostiles, qui est de retarder et d'entraver l'action réelle par tous les moyens possibles. Nous ne pouvons pas prévoir ce qui arrivera alors, ni à quel point le tableau sera changé et tous nos calculs bouleversés. Maintenant, essaie de voir tout le problème sous cet angle plus large, d'avoir la foi en le vrai pouvoir de mer et d'avoir le courage de cette foi.
avec mon amour fraternel, toujours. Satprem. 5 juillet 1980. Fin agenda 8. 11-12 juillet 1980. Vision. L'énorme rocher qui se décèle dans la montagne. Nos pères, par leurs cris, brisèrent les places fortes et réfractaires, dit le Rig Veda. 16 juillet 1980. Lettre à Sir C.P.N. Singh, traduite de l'anglais. Très cher compagnon. Parfois des compagnons peuvent ne pas être d'accord. Dans tous les cas, ils ont le droit de se dire la vérité telle qu'ils la voient. Certainement, vous et moi comprenons la vérité la plus profonde sans différence. Mais la façon d'accomplir et de réaliser est vue différemment, comme le montrent les récents événements, ou plutôt non-événements. Il y a un mois, j'écrivais à Kirit « L'Inde veut ne rien faire ». Il y a bien quelques rares personnes qui essaient de faire quelque chose, mais leur effort est toujours contrecarré et le moyen d'action qu'elles choisissent n'est jamais le bon. Un exemple symbolique de ce fait est l'histoire de notre Chola. Le Premier ministre dit, et tout le monde dit, on ne coupe plus d'arbres. J'écris personnellement 2 lettres à l'Office des forêts, une lettre au collector et encore une lettre de Sujata au même collector. Rien n'est fait. J'ai écrit aussi à mon compagnon il y a 6 mois quand Indiraji est venu au pouvoir. Mais mon compagnon m'a répondu « Attendez patiemment ». Les arbres n'attendront pas. Ils sont coupés chaque jour et il ne reste qu'un squelette de forêt. C'est exactement ce qui se passe dans chaque sphère, y compris Navajata. Attendez patiemment jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Ainsi, M. Navajata a son règne assuré et il continuera de régner en dépit de toute notre bonne volonté. Notre bonne volonté est bien imbécile. En attendant, nous pouvons créer de grands instituts, réunir des crores de roupies et élaborer des plans en 4 ou 20 points, mais ce ne seront que des réalisations coûteuses qui ne nous mèneront nulle part parce que nous n'aurons pas empoigné la racine du problème. En vérité, tant que nous ne changerons pas nos moyens d'action, nous resterons des pantins impuissants. Il est maintenant devenu tout à fait clair que Navajata a derrière lui toute une batterie de forces noires, une richesse immense et un soutien tantrique. Cela correspond exactement à la description de Mère dans l'agenda 3 du 15 mai 1962, lorsqu'elle parle d'une organisation physique autour d'un faux Sri Aurobindo qui tente d'établir une nouvelle religion cruelle au nom de Sri Aurobindo avec l'aide de tantriques. C'est exactement ce que Navajata est en train de faire. Il est là pour abîmer et déformer et fausser l'œuvre de Sri Aurobindo et de Mère et en même temps pour ruiner l'Inde. S'il le peut, il essaiera d'être à la tête de l'Inde. Cela peut paraître exagéré. Note de bas de page. J'ignorais à l'époque que Navajata projetait non seulement d'être à la tête de l'Inde, mais d'être à la tête du monde. Il s'est révélé un peu plus tard qu'il avait montré à quelques proches son grand plan d'un gouvernement mondial dont il aurait bien sûr été le dirigeant au nom de Sri Aurobindo. Cela peut paraître exagéré, mais le fait est que toute la bureaucratie indienne de haut en bas est là pour aider ces manigances depuis 7 ans, et ce en dépit d'Indiraji. Chaque jour, le bonhomme devient de plus en plus puissant. Cela fait 7 ans maintenant que chacune de nos actions a été bloquée. Nous sommes en face d'un grand danger.
Il y a deux façons d'agir. L'une est la politique, celle que nous avons adoptée depuis assez longtemps et qui ne nous a menés nulle part, et qui ne nous mènera jamais nulle part. C'est la façon du calcul intelligent. Si je fais ceci, j'obtiendrai cela. Si je déplace cet individu, je pourrai déplacer cet autre, et ainsi de suite. Et si j'accepte la lourde et pénible charge de gouverneur de l'Uttar Pradesh, je pourrai obtenir ceci et cela. C'est une illusion. Nous serons toujours arrêtés dans notre action pour une excellente raison ou une autre. Quelque chose surgira toujours pour démolir notre calcul. Et en attendant, des mois ou des années sont perdus, ce qui est exactement la stratégie de l'ennemi, gagner du temps. L'autre façon est la façon divine, pas de calcul. On démarre quelque chose, n'importe quoi, un premier petit pas quelconque, et on a confiance que le divin s'emparera de notre petite action et la changera en une tempête et une victoire. C'est exactement ce que nous n'avons pas fait. Alors, mon compagnon, Indira est absorbée par son chagrin. Note de bas de page, la mort de son fils Sanjay 1 mois plus tôt. L'avion qu'il pilotait s'est écrasé à Delhi. Bien qu'elle trouve le temps de reconnaître le Kampuchéa. Et dans quelques semaines ou quelques mois, un nouvel événement viendra nous mettre en déroute. Nous n'avons pas le courage de nous emparer du divin et d'avoir confiance en lui et en elle. Nous croyons que nos petits calculs sont plus malins qu'eux. Nous ne sommes pas des guerriers. Nous nous conduisons comme des comptables. Mère a suffisamment répété que le temps de la politique est passé, fini. Nous ne la croyons pas. Nous n'avons pas la foi. Satprem. 20 juillet 1980. Lettre personnelle. Ton avion vient de décoller. Je viens te tenir compagnie. Je sens ton déchirement. La route continue. Mais cette présence dedans, chaude, impérieuse, inéluctable, c'est le port, et il n'y en a pas d'autre. Tout est noir, on ne voit rien, mais ça, dedans, ça brûle. C'est tellement existant et seul existant. Toute ma vie, et chaque seconde de ma vie, j'ai vécu, depuis mes 20 ans, comme dans cette aube où résonnent des pas dans un couloir, cette seconde où l'on n'est plus qu'une petite chose déchirante d'être. L'avenir, je ne le connais pas. Le passé m'assombrit. Mais ce battement d'être, je connais. C'est mon toujours, toujours et pour toujours. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à découvrir. Avec ça, on va et tu vas. Les chemins se rencontrent, se séparent, mais on va ensemble dans cet être de douceur et de chaleur, et on continuera d'aller proche, très proche, quand tous les souvenirs se seront effacés de Thèbes ou de l'Inde. Que ta compagne et toi appreniez à marcher ensemble dans cette seule douceur d'être, où l'Éternel se pose comme un oiseau sur les sables. Alors, on regarde de loin, de très loin, ce monde de l'existence douloureuse. Et quelque chose brûle comme un amour si fort pour toute cette douleur qui va et vient. Satprem. 25-29 juillet 1980, voyage Delhi-Lucknow. « 27 juillet 1980, lettre personnelle, palais du gouverneur à Lucknow. J'ai donc pris la suite dans un appartement impérial réservé au Premier ministre avec une énorme chambre
doté de 2 salles de bain piscine et un petit à côté pour mettre mon linge. Juste ce qu'il faut pour vêtir 200 personnes, sans oublier la salle à manger, le salon, le bureau et un appartement spécial pour ma moussemée. Ouf! Et puis ils viennent en file, à 4, enturbanés, m'apporter le breakfast. On peut aussi prendre un bain complet avec les rince-doigts. Ceci dit, j'ai trouvé une situation aussi sérieuse que possible, quoique le divin Aristophane doit rigoler comme d'habitude. D'abord, Cyprienne, très affaibli, presque épuisé. Toutes les nuits, entre 11h et minuit, il est attaqué. Tiraillement au cœur, oppression et l'habituelle suggestion « Maintenant, c'est la crise cardiaque, tu vas y passer, il n'y a pas de doute ». Et c'est tellement dans l'air qu'hier après-midi, vers 5h, sans rien savoir, la pensée, entre guillemets, m'a traversé la tête. Voyons, est-ce que Cyprienne n'est pas mort dans sa sieste ? Une atmosphère pourrie, qui évidemment tire beaucoup sur son corps. À Land's End, c'est filtré et ça se traduit par cette espèce d'usure, mais ici c'est tout cru. J'ai empoigné tout cela avec beaucoup d'énergie, ou plutôt, on a empoigné. Les faits sont ainsi. Ce que je savais intérieurement se révèle, mais alors à une échelle assez impressionnante. D'abord, Nava a été averti à Londres 3 heures après que le dossier a été déposé au ministère de la Défense. Mais ce n'est pas tout. La femme du ministre de la Défense, chez qui était le dossier de N, est aussi une fervente disciple de N. Kirit l'a rencontrée. Aveugle ou aveuglée, possédée par la spiritualité entre guillemets de N, qui lui a ouvert entre guillemets les portes de mer et de Sri Aurobindo, enfin la plus noble cause que l'on puisse défendre, etc. Et des femmes, partout des femmes, naturellement bien placées, entre guillemets, qui sont toutes sous l'influence de N. C'est un truc tantrique bien connu. Le reste, nous le savons tous. L'infiltration partout, mais à une échelle un peu effrayante, et un argent fantastique. Ils recrutent même les secrétaires ministériels et les achètent avant leur retraite, ou avec leur retraite, et mettent à profit les rouages et relations de chacun. Demain, Kirit remettra le dossier récupéré de N au ministère de la Justice, mais il y a toute une troupe qui l'attend pour dextrement entortiller les légalités. Voyons. Reste Indira elle-même. Elle a reçu N il y a 2 jours. Et là, Cyprienne a employé un mot qui est rarement dans sa bouche. J'ai peur qu'elle ait changé. Non pas à cause de N, je ne crois pas une seconde que N puisse avoir le moindre pouvoir sur une Shakti de ce calibre, mais parce que la mort de Sanjay a complètement ébranlé sa foi en mère et en Dieu ou les dieux. Pourquoi mère n'a-t-elle pas protégé mon fils ? Bref, elle a réagi à cette mort comme une mère ordinaire. Personnellement, je crois que c'est un phénomène passager et que l'on voulait non seulement mettre hors du chemin ce fils hasardeux, mais que l'on veut obliger Indira à aller plus au fond, au-delà de sa douleur, à la vraie source et au ressort puissant de sa vraie mission, qui n'a pas encore même commencé. Elle n'est pas venue sur Terre pour être la mère de M. Sanjay. Elle est venue pour autre chose, et mère la soutient. Donc, j'ai confiance qu'elle se retrouvera et trouvera sa vraie mission. Mais en attendant, c'est ce temps d'attente qui est dangereux et difficile. N se débat comme un diable et grandit chaque jour, le temps presse. Il est évident que N mène une bataille plus vaste qu'Auroville et qu'il a un œil sur le gouvernement de l'Inde. Indira sait, elle n'est pas aveugle, sauf par son chagrin et cette perte de la foi.
Scipienne a décidé d'aller la rencontrer dans quelques jours. Il comprendra tout de suite si vraiment elle a changé. Jusque-là, elle était dans le brouillard du deuil. Et il m'a dit ceci, et dans sa bouche, les mots ont un sens. Si la situation change, nous changerons de méthode. Voilà, en bref, la situation. À l'instant, dimanche matin, j'apprends que Scipienne a eu sa première bonne nuit depuis longtemps. Il faudrait casser cette formation. Mais je dois partir demain, je ne peux pas m'éterniser en dehors de Land's End, il y a tant de travail. Satprem. 29 juillet 1980. Retour avec une grippe. Le faux agenda anglais à All India Press. Point d'interrogation. 30 juillet 1980. Lettre à Scipienne Singh, traduite de l'anglais. Très cher et bien-aimé compagnon, mon cœur a intensément senti notre rencontre, et encore plus lorsque nous nous sommes quittés. Je vous ai vu seul, si seul, sans personne à qui vous puissiez parler. Je vous revois dans votre fauteuil, dans votre chambre, à méditer sur les grands problèmes auxquels il faut faire face de tous côtés. Je ressens votre profond dévouement, votre résolution et volonté inflexible. Mon amour va vers vous, avec mon profond respect. Nous sommes vraiment d'anciens compagnons dans sa bataille. Notre amour de l'un pour l'autre est inexprimable. Cette bataille, pour son message dans le monde, a pris une nouvelle dimension, comme vous l'aurez compris par mon télégramme envoyé à mon retour à Land's End. Il semble que All India Press et l'Ashram veuillent publier un faux agenda en anglais en découpant notre original français. C'est l'atteinte la plus sérieuse depuis le départ de mer. L'Asura veut à tout prix déformer le message de mer et répandre dans le monde un nouveau Veda mensonger. C'est exactement ce qui s'est passé avec chaque nouvel avatar et chaque nouvelle religion dans l'histoire du monde. Après avoir tenté d'encercler Indiraji et de corrompre ses ministères pour paralyser et couper son action, et finalement pour s'emparer du pouvoir en Inde, ils essaient maintenant de construire une façade religieuse sur une échelle mondiale avec un faux agenda derrière, lequel ils puissent cacher leur fin démoniaque. C'est un danger encore plus grand et plus subtil que le plan d'Hitler. Le futur d'Indira et la destinée de l'Inde sont en jeu. Le nouveau monde, la nouvelle conscience et la nouvelle force sont en danger d'être avalés et défigurés. Est-ce qu'Indiraji comprendra sa vraie mission, qui n'est pas de perpétuer le vieux mensonge démocratique qui est en train de ruiner l'Inde, mais de saisir la force nouvelle, de découvrir de nouvelles méthodes et d'établir le monde nouveau, un ordre nouveau? Telle est la vraie question derrière le problème, petit en apparence, d'Auroville et d'un faux agenda. Tout cela, vous le comprendrez très bien. Mais est-ce que Indiraji le comprendra? En guise de consolation, je viens de recevoir de mon éditeur français, M. Lafont, une lettre merveilleuse au sujet du mental des cellules. Il est enthousiaste. Il a découvert et senti l'immensité et la nouveauté de l'expérience de mer. Il écrit textuellement « C'est un immense message, un livre qui peut avoir un impact formidable et exceptionnel dans la conscience du public. » Qu'un homme comme M. Lafont ait pareille réaction, cela veut dire que ce livre a brisé une importante barrière. Voyons. Il semble bien que tout arrive au point critique, sur tous les fronts. Nous devons agir rapidement.
J'ai confiance cette fois que l'Asura ne réussira pas. Nous sommes là pour ça. Avec tout mon cœur, Satprem. 3 août 1980. Lettre personnelle. C'est comme toujours, on marche dans le noir. Voilà 7 ans que je marche dans le noir. Est-ce qu'une fois de plus le message sera englouti et tordu? N'est-ce pas? Ce n'est même pas le fait que l'agenda sera tronqué, ce n'est même pas cela. C'est le fait que ce pouvoir que représente l'agenda sera sous l'emprise de ces faussaires qui ramèneront ce pouvoir à eux et à la religion qu'ils vont ou veulent bâtir. Tout de même, Mère ne permettra pas ça. Si elle nous a conduits jusqu'ici, elle ne nous laissera pas à mi-chemin. As-tu lu Perseus the Deliverer de Sri Aurobindo? Sujata me faisait remarquer comme c'est une extraordinaire description de tout ce qui se passe depuis le départ de Mère. Andromède, c'est l'agenda, c'est l'enfant du nouveau monde, et la vieille religion cruelle qui veut nous dépecer. En tout cas, ça bouge. Le rocher se décèle. Si c'est négatif, c'est forcément positif aussi. Satprem. 6 août 1980. Hier soir, Cipienne a rencontré Indira. Je crois que les choses vont bouger. Elles bougent déjà. Mais bon sang, que ce rocher est dur à déceler. À déceler. 7 août 1980. Lettre à une Aurovillienne. Tu es un peu le cœur d'Auroville. Même sa souffrance, son découragement, son impatience font partie du battement de ce cœur. Il faut continuer à battre, c'est tout, quelles que soient les apparences. Le mal d'Auroville, c'est qu'il vit trop dans les apparences. Alors aujourd'hui, c'est merveilleux et plein d'espoir, demain c'est abominable et désespérant, et encore le kaléidoscope tourne et les consciences tournent comme des petits pantins. Et puis on espère que la SAS va disparaître bientôt, et puis on désespère. C'est comme les nuages qui passent sur la mer. Tout brille et puis tout s'éteint. En fait, Auroville vit dans son mental et dans ses désirs. Le mental peut être idéaliste et noble. Les désirs peuvent être justes et généreux. Mais tout cela, c'est la bouillie humaine et on n'en sort pas. Et ça continuera encore 4677 ans jusqu'à ce que les hommes en aient marre de leurs admirables idées et de leurs précieux sentiments. Les singes aussi tenaient beaucoup à leurs précieuses gymnastiques dans les arbres. Mais vraiment, le b.a.-ba du nouveau monde, c'est d'apprendre à vivre dans une autre profondeur de l'être, où les apparences ne touchent pas plus que les nuages touchent la mer profonde. Sur cette base-là, sur cette solidité profonde et immuable, un autre être peut commencer à se bâtir. Sinon, nous bâtirons toujours du cirque. C'est entendu, il faut que ces escrocs disparaissent, il faut que le matrimandir soit construit, il faut qu'Auroville soit libre. Mais libre pour quoi? Pour des tas de petits polichinelles qui continueront leur discours de polichinelle et leurs sentiments de polichinelle? Qui sera à Auroville? Qui ira méditer dans le matrimandir? Les mêmes vieux bonshommes? Auroville n'avancera pas d'un pas tant qu'il ne comprendra pas que c'est son cœur qui doit changer et que tout est un prétexte pour l'obliger à faire ce changement profond. Quel intérêt est une ville de plus, un temple de plus, si ce n'est pas pour y vivre avec une autre façon, une autre conscience? La bataille d'Auroville est seulement un tout petit symbole de la bataille de l'Inde et de la bataille du monde. Allez-vous libérer le monde? Purifier l'Inde en quelques jours?
Comprenez-vous seulement que votre propre purification et votre propre transformation et votre propre libération intérieure sont l'aide la plus puissante que vous puissiez apporter à l'Inde et au monde? C'est cette bataille-là qu'il faut livrer en soi-même et chaque jour, au lieu de tourner comme des girouettes avec les moindres apparences. L'Inde est dans une situation grave, comme le monde entier. Il y a une immense corruption comme celle de la SAS sous vos yeux. Ce n'est pas en quelques jours ni mois qu'Indira Gandhi peut nettoyer l'immense écurie de l'Inde. Mais vous pouvez aider en devenant de plus en plus ce qu'Auroville doit devenir, un lieu où naîtra une nouvelle conscience et une nouvelle façon d'être sur la terre. Si vous changez vous-même, le reste changera plus vite. Mais si vous restez les mêmes petits humains idiots, comment voulez-vous que les autres humains, encore plus idiots, changent? Est-ce qu'Auroville comprendra qu'il est un laboratoire, le lieu où se fabrique une autre conscience? La libération d'Auroville, c'est d'abord la libération des petites consciences qui sont contenues dans Auroville. Il serait temps de sortir de ces petites apparences stupides et obscures pour plonger un peu plus profond dans l'âme, là où on comprend réellement ce qui se passe derrière les apparences. Là, on comprend les êtres et les circonstances et ce qu'ils sont vraiment. Et de là, on peut agir pour changer les choses. Il faut qu'Auroville plonge dans son âme et sorte des apparences. Il faut qu'Auroville cesse de tricher avec son but et devienne vraiment ce pourquoi il a été fait. Satprem. 9 août 1980. Lettre à J.R.D. Tata. Mon éditeur, Robert Laffont, doit sortir en livre les 7 jours d'entretien que j'ai eus avec Frédéric de Tovarniki. Certainement, ces fragments sont l'aboutissement des entretiens précédents et ne vous diront pas sur quoi repose mon espoir, que vous contestez très gentiment, mais de plus en plus il m'apparaît que cette autre conscience est le seul espoir dans un monde de plus en plus effrayant et sans issue. Je me débats pour faire passer ce message. Les forces qui assaillent Auroville sont celles-là même qui assaillent l'Inde. Elles sont formidablement puissantes. Elles assaillent aussi l'agenda de mer. Mais bien entendu, ce microscopique Auroville et cet agenda presque inconnu et incompris représentent symboliquement la seule force qui s'oppose à la formidable pourriture et décomposition. L'agenda et Auroville sont le champ de bataille symbolique du nouveau monde. N'est-ce pas? Imaginez qu'il y a 2000 ans, le Christ soit venu avec un tout autre message et un tout autre pouvoir transformateur, et qu'il y a 2500 ans, le Bouddha soit venu avec un tout autre message et un autre pouvoir de changer les consciences. Et puis le Navajata de l'époque et l'ashram de l'époque sont venus, ont englouti le vrai message et détourné le vrai pouvoir transformateur pour en faire une église riche, puissante et politique. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui est en train de se passer une fois de plus dans l'histoire. Tous les messages sont devenus des grands business spirituels et des églises plus ou moins fanatiques. Et ce qui aurait pu réellement transformer l'humanité a été soigneusement censuré, défiguré et emprisonné. Nous en sommes là aujourd'hui. Et ce que je n'ai pas réussi à faire comprendre à mon très cher ami Jay, c'est que Mère et Sri Aurobindo ne représentent pas un enseignement de plus ni une spiritualité de plus, mais un réel pouvoir transformateur. Si l'on avait dit à un grand singe d'autrefois
que cette petite vibration futile d'une pensée allait produire des Einstein et bouleverser le monde, il n'aurait pas cru en ce pouvoir transformateur. Eh bien, maintenant, c'est une autre petite vibration, incompréhensible, cellulaire, qui est en train de vouloir changer le monde. Et cet agenda, c'est la clé pour faire participer l'homme à sa propre transformation, au lieu de laisser le phénomène se dérouler inconsciemment après beaucoup de dégâts, de douleurs et de catastrophes, comme il en fut à chaque transition évolutive. Et Auroville, c'est le laboratoire de cette nouvelle conscience. Alors la vraie bataille apparaît, dans sa vraie perspective, c'est celle de l'Inde et du monde. La pourriture va-t-elle triompher une fois de plus ? Indira Gandhi est encerclée. L'Inde est noyautée. Non, ce n'est pas la bataille entre deux géants russes et américains, mais la bataille entre deux vieux singes corrompus et aveugles ici et là, et une petite vibration toute nouvelle, toute fraîche, qui peut changer le destin du monde et ouvrir une porte inattendue là où tout est sans issue. Satprem. 11 août 1980. Fragment de lettre. Ici, c'est affreux de mensonge, d'inertie. La vérité, c'est que l'Inde ne veut rien faire. Nous agissons. 14 août 1980. La boue,